Bonsoir à toutes. Bonsoir, j'arrive, je me joins à Zoom et on va commencer le cours ce soir en attendant que vous vous connectiez aussi. Rejoindre l'audio. Voilà, voilà. Tout le monde est déjà là, dis donc. Ah non, pas tout le monde. Activer. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Alors, attendez, j'essaye d'arranger le nom, mais... Bonsoir aussi, mesdames sur Facebook. J'attends un peu que vous vous connectiez et on va commencer. Bonsoir à Jennifer qui est toujours là, fidèle au poste, à organiser le cours sur Zoom avec tant de gentillesse et d'organisation. Bonsoir Yael, voilà, je vais mettre en petit, voilà. Bonsoir Jennifer, ça va? On m'entend, hein? Rassurez-moi. On m'entend, on me voit, tout va bien? D'accord. Super. Alors, on va parler ce soir. Attendez, une seconde, je me mets en même temps bien installée. J'attends peut-être un peu que tout le monde se connecte. Voilà. Et on va démarrer. Ah mince, je ne vous vois plus maintenant. Ah là là. Quand est-ce qu'on va pouvoir se voir pour de vrai? Recommencer les soirées conférences. Ça fait longtemps, ça m'a manqué là. Voilà. Alors, ce soir, on va aborder comment créer dans nos maisons la sécurité affective. Comment, en cette période de Covid qui est particulièrement difficile, comment on va réussir à donner la sécurité affective à nos enfants, à notre famille, peut-être même à nous-mêmes, à notre mari, pourquoi pas, à tous ceux qui nous entourent en fin de compte, peu importe dans quelle configuration vous vivez, d'accord. Vous pouvez être maman, mariée avec des enfants, vous pouvez être célibataire avec des enfants, enfin célibataire, sans le mari avec vous, vous pouvez être avec votre mère, vous pouvez, peu importe la situation. La sécurité affective est ce qui va donner de la chaleur à vos maisons. Et c'est important évidemment de savoir comment la créer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la sécurité affective? Qu'est-ce qu'on appelle la sécurité affective? En fait, la sécurité affective, c'est tout ce qui va représenter ce sentiment de sécurité, d'accord? On va voir tout le long du cours comment on va le créer, ce sentiment de sécurité intérieure. C'est ce qu'on peut appeler la sécurité émotionnelle. Quand je me sens dans un endroit où on m'entend, où on m'écoute, où j'ai une place, où on m'estime, où je ne suis pas en danger au niveau de ma personne. Parfois, je ne suis pas en danger dans le sens où c'est pas la guerre, il y a de quoi manger, j'ai un toit sur la tête, il fait pas froid, par exemple, c'est-à-dire que mes besoins primaires sont satisfaits. Mais quand on parle de sécurité affective, on va s'adresser à un tout autre domaine. On va parler de l'émotion, au niveau émotionnel. On va parler de l'intériorité. Au niveau de notre intériorité, est-ce qu'on se sent rassuré? Si on peut résumer par des mots simples. Est-ce qu'on se sent rassuré? Est-ce qu'on se sent écouté? Est-ce qu'on sent qu'on est digne de respect? Est-ce qu'on sent qu'on va être accepté quoi qu'il arrive? Cette sorte d'amour inconditionnel dont on parle souvent et avec lequel parfois on a du mal à exprimer. Très souvent, j'entends en consultation, non mais vous parlez d'amour inconditionnel, mais c'est presque impossible, surtout maintenant. On est dans une génération de performance, je dois être parfaite pour être acceptée, je dois être, et surtout nous les femmes, on est mise en avant, on doit être sympathique, on doit être mince en plus, on doit être intelligente, on doit s'occuper bien des enfants, on doit s'occuper bien de la maison, on doit savoir ranger notre maison, on doit savoir cuisiner par-dessus tout, et tout ça, bien entendu, avec le sourire. Et là, vous voyez, quand il y a une telle pression au quotidien, bah, automatiquement, on ne se sent pas dans un endroit sécure. Oui, même dans nos maisons, on peut se sentir en insécurité affective, et on va en parler, je vais vous donner des exemples pour bien illustrer. Mais oui, on peut être chez soi, avoir un toit sur la tête, avoir à manger dans le frigo. Déjà, ce sont des bienfaits qui ne sont pas négligeables, bien entendu. Mais même avec tout ça, ne pas se sentir en sécurité. On sent comme un vide intérieur, on sent comme un stress intérieur. On sent une angoisse, même parfois quand c'est vraiment très fort. On ne se sent pas en sécurité.
Et on n'a pas de mots pour l'expliquer très souvent. On n'a pas de mots parce qu'on se dit, j'ai pas le droit de me plaindre moi, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Chacun son cas, mais imaginons une femme qui se dit, mais moi j'ai un mari, j'ai des enfants, mais j'ai tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens si mal? Qu'est-ce qui l'explique? Alors c'est ça qu'on va voir ce soir, et encore plus en temps de Covid, mais ça peut être malheureusement en temps de guerre, peu importe la situation. De toute façon, on doit réussir à laisser le stress à l'extérieur et réussir à rentrer finalement de la chaleur humaine à l'intérieur. À l'intérieur de nos maisons, on doit savoir allumer la lumière. On doit savoir réchauffer les cœurs. On doit se sentir les uns avec les autres à l'aise. Alors oui, c'est tout un programme. Et effectivement, c'est pas en 1 heure que je réussirai, je pense, à tout vous dire. Mais déjà, si je peux vous donner une petite partie de ce qui peut vous permettre de vous sentir bien à la maison, de vous sentir bien avec vos enfants et de pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin. Et ben déjà, ce sera pas mal. Et puis, si on n'arrive pas à le faire évidemment en 1 heure, on fera une suite quoi. On fera la suite la prochaine fois. Attendez, je vous vois plus sur Zoom. Vous êtes là, ok. Alors, pour bien illustrer ce qu'est la sécurité affective, on va un peu illustrer, on va comprendre, on va aller voir un petit peu plus profond, on va aller étudier les choses en profondeur au niveau de l'enfance, au niveau même de l'âge des tout petits. On va apprendre ce que c'est que l'attachement, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, les figures d'attachement. Oui, pour comprendre la sécurité affective, on a besoin vraiment de comprendre à la base ce que ça veut dire. D'accord? La théorie de l'attachement, c'est une théorie des besoins émotionnels des bébés. D'accord? Les bébés, déjà quand on naît, quand on arrive dans le monde, comment on est accueilli? Comment on est reçu dans ce monde? Quelle est la personne qui va s'attacher à nous, qui va s'occuper de nous? Alors, il y a, comme je vous ai dit, les besoins primaires, ça c'est le psychologue Abraham Maslow qui nous en a beaucoup parlé, mais on a besoin aussi de comprendre que, encore une fois, tout ce qui est finalement important pour notre intériorité est invisible pour les yeux. C'est-à-dire que matériellement, avoir un toit sur la tête, je répète, avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger, c'est important, évidemment, c'est ce qu'on appelle les besoins primaires, d'accord? Mais ça ne suffit pas pour se sentir épanoui et heureux. Et on a besoin, justement, au niveau des besoins des besoins psychologiques, on a besoin de se sentir rattaché à quelqu'un, on a besoin de sentir un lien particulier avec une personne. Et ça se passe dès les premiers jours de vie, d'accord? Dès qu'on est, déjà, qui va s'occuper de nous, qui va nous donner à manger, qui va nous donner finalement de l'attention. Vous savez, la chose la plus importante qu'on peut donner à quelqu'un, même quand on est un adulte évidemment, c'est l'attention. C'est pas forcément, enfin, ça fait plaisir, une attention comme, je sais pas, je prépare un plat pour une femme qui vient d'accoucher, je l'aide, je lui rends service et bien sûr ça va l'aider. Mais plus que ça d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit quand on reçoit un cadeau? Non, ce qui compte, c'est l'attention. C'est j'ai pensé à toi, d'accord? Mais l'attention dans le sens, voilà, là vous avez bloqué 1 heure, pour celles qui regardent le cours, vous avez bloqué 1 heure et vous écoutez, d'accord? Vous me donnez de l'attention. Bien sûr que ça vous apporte, mais vous donnez à ce moment-là de l'attention. Et cette attention-là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner. C'est un cadeau finalement qui est complètement, j'ai envie de dire, invisible. C'est pas quelque chose de matériel. Et pourtant, d'ailleurs, on est une génération où tout le monde cherche de l'attention avec les réseaux sociaux, quand on écrit un texte ou quoi. C'est regardez, écoutez ce que j'ai à dire dans mon intériorité. Même quand c'est des réseaux, quand ça va être basé sur les photos, tout ça, c'est regardez-moi. Je veux qu'on me voie, je veux qu'on me regarde. En fait, je veux votre attention. Et ce qui se passe avec le bébé qui vient naître, c'est qu'il a besoin, d'accord, à part évidemment de manger pour sa survie, il a besoin, plus que cela, il a besoin de remplir, de satisfaire ses besoins émotionnels. Ses besoins émotionnels sont l'attention en premier lieu. Qui va s'occuper de moi? Qui va répondre à mes besoins quand je suis fatiguée, quand je pleure, quand j'ai mal quelque part? À qui je me réfère? D'accord? En fait, quand on rentre dans cette théorie de l'attachement, bien sûr, on comprend que c'est tout ce qui correspond aux besoins émotionnels de l'enfant et
il n'y a pas de, enfin dans cette théorie-là, on ne parle pas de cinéma, de caprice de l'enfant quand il pleure, quand il s'exprime, et surtout quand il est tout petit, quand c'est un nourrisson, évidemment, ça n'existe pas. On se concentre sur les besoins émotionnels de l'enfant. Il faut bien comprendre en fait que en tant qu'enfant, en tant que même tout petit, d'accord, en tant que nourrisson, on a dès le début de la vie toutes les situations de détresse, d'accord, pour un enfant, toutes les situations de détresse, de mal-être, de peur, l'enfant ne peut pas y répondre tout seul. L'enfant ne peut pas se calmer tout seul. L'enfant est dans l'incapacité de s'auto-réguler, de réguler ses émotions. Il a besoin finalement de l'adulte, évidemment, pour l'aider à se calmer. Donc effectivement, l'histoire il fait des caprices, il ne faut pas trop le prendre dans les bras. Dans la théorie de l'attachement, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, on n'y croit pas. D'accord ? C'est une théorie qui a été développée par un psychiatre qui s'appelle Brosely, si je le prononce bien, en 58. Et depuis, en fait, on ne fait que... Enfin, ça a été l'occasion d'écrire de nombreux travaux pour lui, mais on a, au fur et à mesure des années, bien sûr, alimenté sa recherche. Et voilà, on a vu par des faits, par des études prouvées scientifiquement que l'enfant, pour se construire, pour créer, on va dire, un adulte accompli, on a besoin de créer déjà dès le plus jeune âge un endroit sécure pour l'enfant. Ce qu'on appelle un endroit sécure, en fait, là, c'est un attachement sécure. On va voir ce que c'est, en quoi ça consiste. Alors, la théorie de la... Non, attendez, j'arrive, parce que là, je vois pas Zoom encore. Alors, voilà, je vous revois. La figure de l'attachement, c'est celui, en fait, c'est la personne. Donc, ça peut être, en général, c'est la maman, mais pas que. Ça peut être même la grand-mère, si c'est elle qui a pris soin du bébé dès le plus jeune âge. Ça peut être le papa, dans certains cas. Peu importe qui. Mais la figure d'attachement, c'est celle qui comprend et qui prend soin et qui protège. À partir de 9 mois, on voit bien que les enfants, même on peut dire 8 mois, on voit bien que les enfants, et vous avez sûrement dû l'entendre, surtout ne laisse pas l'enfant tout seul, ou explique-lui quand tu dois te séparer de lui. Là, il a peur de se séparer en général de sa maman, mais ça peut être de son papa, en fait, encore une fois, de sa figure d'attachement. Entre 9 et 12 mois, l'enfant déteste ça. Maintenant, c'est ce qui prouve, c'est ce qui a alimenté aussi la théorie de l'attachement, c'est que finalement, il y a un lien qui s'est créé pendant ces 9 mois, il y a un lien qui s'est créé très fort, il y a un lien où l'enfant s'est senti finalement, si l'enfant s'est senti entendu, écouté, ses besoins satisfaits, ses besoins d'amour, pas seulement les besoins de nourriture, d'accord ? S'il a senti qu'on l'entourait d'affection, d'accord ? Il va créer, automatiquement, il va créer l'attachement, il va se référer à cette personne-là pour s'exprimer, d'accord ? Il est important de savoir que, en fait, c'est un besoin vital, d'accord ? C'est instinctif et c'est vital. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait que les bébés se tournent plus vers la mère que vers le père n'a rien à voir avec l'amour, mais avec la construction du lien d'attachement. Alors, comment on a créé cet attachement? Bien sûr en donnant de l'amour, mais pas que. Parce qu'on peut très bien aimer son enfant plus que tout au monde et ne pas savoir satisfaire ses besoins d'attachement. Et c'est ça, en fait, pourquoi je vous parle tellement de l'attachement, j'espère que vous l'aurez compris, que j'ai été claire. L'attachement, c'est ce qui va créer la sécurité affective de l'enfant et ensuite de l'adulte plus tard. C'est-à-dire qu'on a une mémoire inconsciente qui emmagasine tout. On peut appeler ça la boîte noire. D'accord ? Vous savez, la boîte noire de l'avion. C'est-à-dire que toutes les données sont récupérées et gardées. Rien n'est oublié. D'accord ? C'est la même chose pour notre inconscient. On ne se rappelle plus, si on pouvait toutes se parler là. Vous me direz bien que si je vous dis « Ah, mais à 9 mois, comment ça s'est passé ton enfance ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» vous ne vous en rappelez pas consciemment. Pourtant, on sait inconsciemment, c'est là, c'est quelque part, dans la boîte noire. Maintenant, si quand vous étiez un bébé, d'accord, vous n'aviez pas une figure d'attachement stable, alors on va y venir, comment on construit cette figure d'attachement stable et comment on crée cet environnement sécure pour l'enfant. Mais imaginons qu'il n'y en ait pas, automatiquement, et qu'il y ait des carences affectives, automatiquement, il y a des comportements qui vont survenir au niveau de l'adulte. C'est-à-dire qu'on va ressentir chez cet adulte
peut-être un regard fuyant, peut-être un mal-être, peut-être un malaise, peut-être une difficulté à faire confiance, peut-être voilà, peut-être un état instable au niveau des humeurs, au niveau de l'émotion, une difficulté à exprimer les émotions aussi. Tout ça, très souvent, ça vient de beaucoup plus loin. Ça vient pas seulement d'une petite expérience, je sais pas, j'ai vécu un chagrin d'amour à 18 ans et c'est pour ça que je m'en suis pas remise. Non, pas seulement. Ça s'accumule et surtout, ça s'inscrit dans une certaine histoire, dans un certain vécu. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça se construit finalement, cette sécurité affective. Ça vient pas seulement, je sais pas, une fois que je me suis mariée. Genre, je me suis mariée à 25 ans et depuis que je me suis mariée, les problèmes ont commencé, je sens que mon mari ne me comprend pas, donc tout va mal. Non, en général, ça s'inscrit beaucoup plus loin. Bien sûr que si ça va pas avec mon mari, je peux être instable émotionnellement, évidemment. Mais très souvent, finalement, quand on creuse, on s'aperçoit que ça s'inscrit quelque part. Il y avait dans mon histoire à moi-même des points sensibles et les disputes avec mon mari n'ont fait que accentuer mes points sensibles. Si moi-même je venais, une sécurité affective, je me sentais déjà bien, j'ai été élevée dans des conditions où je me suis sentie en cohérence, où je me suis sentie à l'aise de m'exprimer. Automatiquement, les difficultés de la vie finalement, et même les difficultés relationnelles, émotionnelles, je les vivrais différemment automatiquement. Alors, pour revenir au bébé, comment ça se construit ? En fait, la principale caractéristique qui différencie un attachement sécure d'un attachement insécure est liée au fait que dans le premier cas, le parent va répondre adéquatement aux signaux et aux besoins de l'enfant, sans que l'enfant fasse d'efforts particuliers à fournir pour recevoir de l'attention. Voyez ? C'est-à-dire que l'enfant n'a pas forcément hurlé, pleuré, non, il reçoit presque naturellement la satisfaction de ses besoins. Et c'est-à-dire qu'il est l'objet de l'attention, il n'a pas d'effort particulier à faire pour être entendu et pour être l'objet d'attention et d'affection. Dans le second cas, donc dans le cas de l'attachement insécure, la réponse est soit inadaptée, soit incohérente. Donc, ce qui conduit l'enfant à devoir mettre en place des stratégies particulières d'adaptation et ce qui va le mettre parfois dans un stress permanent et ce qui peut rendre un enfant anxieux. Par exemple, à 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous comprenez, vous sentez que votre enfant est anxieux, a beaucoup de stress en lui, vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Alors, là aussi, c'est compliqué parce qu'on a envie de se dire, mais attends, moi, mon enfant, je l'aime et je veux lui donner le meilleur de moi-même. Et finalement, vous êtes en train de me dire là que mon enfant, peut-être que je l'aime, mais je ne lui donne pas satisfaction de ses besoins. Alors, comment je fais pour lui donner satisfaction de ses besoins, pour qu'il puisse se sentir bien, pour qu'il puisse surtout créer avec moi un attachement sécure. Alors, justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, ce qui est très important avec un enfant, autant les tout petits que les plus grands, et j'ai envie même de vous dire, avec même des adultes, c'est important, je vais vous dire quelques points, et ne pensez pas que aux enfants. Dites vous-même, vous, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui vous aurait... est-ce que ça vous parle ? Ce qui crée un attachement sécure, c'est la prévisibilité et la cohérence des réactions des personnes qui s'occupent de l'enfant. D'accord ? C'est-à-dire que si vous avez un adulte qui est stable dans sa façon de s'exprimer avec l'enfant, qui pique pas des colères à tout bout de champ, qui est dans la sérénité, qui est dans le calme, évidemment, ça va stabiliser l'enfant. Même quand lui, il a des réactions un peu démesurées, parce que sachez qu'un enfant, son cerveau, maintenant on le sait grâce aux neurosciences, n'est pas encore bien formé, il ne peut pas se réguler tout seul, il a parfois des moments de crise, en fait ça craque à l'intérieur, on va dire, ça explose, et il a besoin que l'adulte qui est en face de lui soit très sécurisant, ce que signifie très calme, très stable, très détendu. Et c'est vrai que là, en période de Covid, oui, c'est pas facile d'être détendu. Parce qu'on a nous-mêmes notre stress, parce que de toute façon, même avant le Covid, j'avais fait un cours justement, juste avant que cette histoire de Covid se déclenche, je crois. Et c'était sur la charge mentale. On a énormément de charge mentale de toute façon. On doit être au top dans tous les domaines. Donc on est dans une génération où la charge mentale est extrême. Elle est intense, elle est forte. Et du coup, effectivement, déjà de base, on était stressés. Mais alors en plus, avec le Covid, donc pour celles qui sont en Israël et qui vivent le confinement, le énième confinement, avec les enfants à la maison, comment faire ? Parce que oui, on est stressés nous-mêmes.
Oui, on entend des informations terribles, on entend malheureusement des drames, on a peur soi-même, on a peur d'attraper, on a peur pour nos proches, on a peur pour les personnes qu'on aime. Donc comment on fait pour être prévisible? Comment on fait pour garder, on va dire, un calme olympien, puisqu'on comprend que l'enfant, pour qu'il se construise et qu'il devienne un adulte stable lui aussi, il a besoin finalement d'avoir une figure d'attachement stable. C'est comme un grand puzzle si vous voulez. Et c'est comme, non, je dirais les dominos. Si moi je suis bien avec moi-même et je gère mon stress, automatiquement je vais donner à mon enfant un calme, enfin je vais réussir à répondre à ses besoins de la façon la plus cohérente, adéquate, appropriée plutôt possible. D'accord? Donc l'enfant de là va pouvoir bien rebondir et se construire pour pouvoir, finalement cette figure d'attachement est assez paradoxale parce que je lui donne cette figure d'attachement pendant les 9 premiers mois, pour que de 9 à 12 mois, quand on est dans la période de séparation, enfin, on est dans la période où il est plus sensible à la séparation, il est plus sensible à... il a peur du détachement, et bien pour qu'il soit plus fort et pour qu'il soit plus sécurisé, j'ai besoin de lui donner une figure d'attachement stable, d'accord? Donc pour qu'il se construise bien, je refais la chaîne là, parce que j'ai rentré des détails. Pour que mon enfant puisse bien se construire, j'ai besoin moi-même de bien gérer mon stress. Mais si moi-même je ne gère pas mon stress, je comprends que mon enfant lui-même risque de ne pas avoir une figure d'attachement assez stable et assez prévisible, on va dire, et ça peut le stresser, ça peut l'angoisser. Donc en fait, mon rôle est quand même assez important. J'ai une grande responsabilité. Donc finalement, par quoi je commence? Logique, je commence par moi. D'accord? Je commence par gérer mon stress. Si moi, je ne gère pas mon stress, automatiquement, il y aura un impact négatif sur mes enfants. Et ce, même si je les aime de tout mon cœur, et même si je fais tout pour bien les nourrir, et même s'il y a un toit sur la tête et il fait chaud à la maison, encore une fois, ça ne va pas suffire. J'entends beaucoup en consultation, ça revient très souvent, des parents qui me disent « mais je comprends pas, je vais tout donner ». Alors, c'était souvent des parents à l'adolescence, je vais tout donner. On a tout fait pour eux, on a travaillé vraiment fort pour qu'ils ne manquent de rien et finalement ils se plaignent tout le temps, ils sont jamais contents, ils se plaignent qu'on n'est pas assez présent, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'ils veulent ces enfants? Mais en fait, ces enfants, ce qu'ils veulent, je reviens au début, ils veulent de l'attention, ils veulent qu'on réponde à leurs besoins intérieurs, internes, on va dire émotionnels, voilà, plutôt, qu'on réponde, qu'on satisfasse leurs besoins émotionnels sans presque qu'ils n'aient à le demander. Bien qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils apprennent à demander. Mais c'est-à-dire que dans un premier temps, quand ils sont tout petits, ils veulent sentir un espèce de... une fluidité dans la réaction de l'adulte. D'accord? Donc, comment on fait? D'abord, je vous ai dit, on a une cohérence dans les réactions. Non, je ne vous l'ai pas dit. J'ai dit, on est prévisible, on a une cohérence des réactions et des personnes qui s'occupent de l'enfant. C'est important, surtout dans les premières années de vie, que l'enfant ait toujours les mêmes personnes. Le père, la mère, la grand-mère, la nounou, même la nounou, c'est pas grave, mais qu'il ait tout le temps les mêmes personnes autour de lui qui s'occupent de lui et qui lui donnent de l'affection. Il a besoin d'affection, de toucher, de toucher, de tactile l'enfant. D'accord? Il a besoin de se sentir rassuré et le contact humain, évidemment, le rassure. Il a besoin qu'on parle calmement, il a besoin de ressentir des émotions positives. Et ça, l'enfant, encore une fois, ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, mais il ressent tout. Il ne comprend rien au niveau rationnel, mais il ressent tout très fort. Et là-dessus, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire fabuleuse qui est arrivée cette semaine à une de mes patientes. Enfin, cette semaine, on a eu le résultat cette semaine, mais la semaine dernière, on se parle. Enfin, ça faisait 3 semaines plus ou moins qu'on se parlait. Et c'est ça. Et son bébé avait 1 mois et demi. Donc, ça faisait quelque chose comme ça, 2 ou 3 semaines, 2 ou 3 séances, quoi. Et elle me dit, voilà, mon accouchement a été traumatisant. Voilà, j'aimerais qu'on résolve ce problème. Ça m'a traumatisée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et elle me parle de ça. Donc au début, première séance, on va parler que de son accouchement, plus ou moins, et puis on retourne en fait finalement à des choses plus profondes en elle, tout ça. Et puis la deuxième séance, elle me dit, écoutez, je suis très inquiète, mon bébé qui a 1 mois et demi, je suis obligée de surveiller son poids tout le temps. En fait, la petite n'a pas grossi. Et d'accord, donc je lui dis d'accord, très bien, puis on continue à parler de l'accouchement. Et là, elle me dit, en fait, j'ai eu très peur, j'ai eu l'impression que j'allais partir, j'ai eu l'impression que, d'ailleurs, quand j'ai rouvert les yeux, parce qu'en fait, à un moment donné, elle s'est évanouie, elle a rouvert les yeux, elle a dit quoi, je suis pas morte?
Genre, elle était sûre que, en fait, elle était plus de ce monde. Au début, elle a vu l'infirmière arriver et elle a cru que elle était passée dans l'au-delà, quoi. Et en fait, l'infirmière a rigolé, elle a dit non, mais vous n'êtes pas morte, on est bien là, vous êtes bien là. Et en fait, elle a cru qu'elle partait et elle était très déçue de cet accouchement. Et quand elle a pris son bébé dans les bras, elle me dit j'ai eu une angoisse, j'ai tout de suite pensé qu'un jour elle partirait de la maison. Ça veut dire que à peine, c'est son premier enfant, à peine elle l'a serré dans ses bras, elle a ressenti un amour immense, et elle s'est dit mais un jour elle va me quitter, un jour elle va partir de la maison. Et elle a eu une forte angoisse. Et son bébé ne grossit pas. Donc là elle me parle de l'accouchement, et juste avant elle m'a dit je suis inquiète, mon bébé ne grossit pas. Et là je lui dis donc là vous venez de me dire que votre enfant, vous avez peur qu'il parte de la maison. Donc en fait, vous avez peur qu'il grandisse. Elle me dit oui, et bon, on parle de ça, très bien. Je lui dis mais en fait, votre enfant. Et elle me raconte d'autres détails ensuite sur ce qui s'est passé, la psychologue qui est venue la voir après l'accouchement, tout ça. Et je lui dis ça, vous l'avez dit devant le bébé. Elle me dit oui. Et donc je dis donc là il grossit pas. Elle me dit non. Je dis d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant en fait, je vais expliquer tout ce que le bébé ressentait d'abord. Et donc je lui ai dit voilà, le bébé certainement, il est possible. Évidemment, on est sûr de rien, mais il est possible que votre bébé ressente très fort que vous avez peur qu'elle grandisse. Donc maintenant, elle ne va pas grossir, forcément. Elle n'a pas envie de vous décevoir. Elle ressent aussi votre déception, puisque vous avez été déçu de l'accouchement. C'est une femme qui voulait accoucher absolument par voie naturelle, et malheureusement, heureusement, parce qu'ils ont sauvé le bébé, mais ils ont dû faire en urgence une césarienne. Donc elle a été très déçue. Mais je lui dis, mais la déception que vous ressentez, pour elle, ça peut être une déception liée à elle, pas forcément liée à l'accouchement. Donc maintenant, il faut lui parler. Vous en faites pas, elle ressent tout très fort, elle comprend. Parlez-lui avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sérénité. Et rassurez-la. Dites-lui que vous l'aimez. Exprimez-lui combien vous l'aimez. Exprimez-lui que c'est pas d'elle que vous êtes déçu, c'est de l'accouchement. Oui, il y a de la déception dans votre cœur, mais ça n'a rien à voir avec elle. Et elle, au contraire, c'est votre cadeau. Et bon, et plein d'autres phrases très positives évidemment, et qui exprimaient son ressenti bien entendu, et qui mettaient surtout les choses au clair, et qui mettaient des mots sur les mots. Et là, une semaine plus tard, donc cette semaine, je reçois le message, je dis surtout si elle grossit, vous me dites, parce qu'elle devait la peser au début de semaine, donc hier, et elle m'annonce, Baruch Hashem, que le bébé a repris du poids. Alors que, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle n'arrivait même pas à téter, le nourrisson n'arrivait pas à téter. Alors qu'elle avait des conseillères en allaitement qui lui montraient comment faire et que elle faisait tout ce qui était possible de faire, mais le bébé se fatiguait, n'arrivait pas à téter. Et elle me dit, je sais pas, elle s'endort et elle se réveille pas pour manger aussi. Elle se réveille pas pour manger. C'est ça aussi qui m'a interpellée. C'est comme si l'enfant, en fait, il exprime, il ressent tout ce que la maman ressent. Et quand, l'enfant finalement va adapter son comportement à ce qu'il ressent. Donc l'enfant, il avait certainement capté, maman est déçue de moi, enfin certainement, elle n'a pas envie que je grandisse, donc je grossis pas, donc j'ai pas besoin de manger finalement. Et le simple fait d'avoir mis des mots, Baruch Hashem, elle a grossi. Donc la suite à suivre bien entendu, mais là elle me dit que c'est bon, elle prend bien le sein, elle se fatigue beaucoup moins, elle réclame. Elle m'a dit ce qui va être très étonnant aussi, c'est que maintenant elle se réveille pour manger. Alors qu'avant elle pouvait dormir 8 heures d'affilée. Vous imaginez un nourrisson qui dort 8 heures d'affilée, c'est quand même rare. Enfin moi perso ça m'est jamais arrivé, mais un mois, c'est incroyable. Donc là elle me dit, surtout quand elle est en soupa, bref, donc elle a grossi. Donc c'est pour vous montrer que finalement elle avait besoin d'explications. Et c'est pour vous montrer que l'enfant ressent tout, même s'il ne comprend rien, et ce, dès le plus jeune âge. Il y a même des études maintenant qui montrent que même dans le ventre, ça veut dire encore au stade de l'embryon, finalement, embryonnaire, l'enfant ressent tout ce que la maman ressent. Donc vous imaginez la responsabilité là. Oui, là je vous mets un stress. Non, mais c'est pas le but. Le but, c'est juste de comprendre que vous avez finalement le devoir, c'est pas égoïste, de vous occuper de vous. Oui, je vous le glisse en même temps. Je sais que je dis dans tous les cours, mais parce que c'est tellement important, très souvent on se dit non, moi après, les enfants d'abord. Non, vous d'abord, parce que si vous allez bien, vos enfants iront bien. Donc surtout, ne vous méprisez pas, ne vous négligez pas. Prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous prenez soin de votre enfant. Donc voilà, comprenez que vos enfants ressentent tout et que donc, vous qui êtes, en général, les mamans, c'est la figure d'attachement, mais encore une fois, ça peut être une autre figure. La figure d'attachement a besoin d'être très stable émotionnellement, a besoin de savoir s'exprimer, de mettre des mots, donc parfois, oui, de travailler sur soi. Et je voudrais aussi rajouter là-dessus quelque chose de très intéressant, je suis sûre que ça va vous parler. Vous savez,
souvent quand on a un bébé et qu'on le confie à une... Alors avec nous il est insupportable, d'accord, et puis on confie à notre belle-mère, donc la grand-mère, et là elle nous dit ah c'est un ange, j'ai adoré passer du temps avec ma petite fille ou mon petit-fils, ah là quel amour de bébé. Et vous êtes là, les cernes comme ça jusqu'au parterre, vous n'avez pas dormi, ça fait 3 semaines, vous êtes crevés, vous arrêtez pas de vous plaindre, vous dites que votre bébé il est dur, vous en pouvez plus, ça pleure tout le temps, mais on vous avait pas prévenu et tout. Et là votre belle-mère qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah, mais c'est un petit sucre. Ah, mais il faut juste savoir s'en occuper. Et évidemment, elles ont toujours les bons mots. Très culpabilisant. Ah, mais il est adorable ce bébé, je l'adore, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous vous sentez à ce moment-là diminué, pas à la hauteur, mauvaise mère, enfin tout ce qu'on veut. Alors qu'en fait, ça, c'est un rapport avec la figure d'attachement. Alors, pour vous expliquer, pour vous illustrer, je vais vous imager ça par autre chose. J'espère que vous suivez là, parce que je rebondis à chaque fois. Mais il y a un fil directeur, hein, j'espère que vous l'avez compris. En fait, vous voyez quand on est au travail par exemple, on est dehors, ok, on va se pomponner, on va se maquiller, on va montrer quand même une image pas trop horrible pour l'extérieur, et puis on va sourire. Et puis il se passe des choses dans la journée qui nous déplaisent, on a des émotions comme ça un peu contradictoires toute la journée, on porte comme ça, la journée passe, mais il y a des choses qui s'accumulent en nous. Mais devant les gens, on est sympathique, on est agréable, on va pas tout montrer, on se protège comme ça, on met le masque. Et quand on rentre à la maison, il y a le mari, il arrive, on prend, disons qu'on est très proche de notre mari, on le prend dans les bras, comment ça va chérie? Oh, je te dis pas ma journée, c'était terrible. Et là, on va se plaindre pendant 1 heure. Et là, moi, il m'arrive souvent en consultation d'entendre les maris dire, mais je comprends pas, avec les autres, elle est super sympathique, et avec moi, elle me donne que du négatif, je comprends pas. Et je lui dis, oui, c'est parce qu'elle vous fait confiance. En fait, ce que je veux vous montrer là, c'est que la figure d'attachement, c'est la personne avec qui on va lâcher finalement on va faire tomber tous les masques, d'accord? À l'approche de Purim, c'est intéressant. On va faire tomber tous nos masques, on va être notre véritable nous, d'accord? On va relâcher toutes nos émotions refoulées au cours de la journée. Et c'est ce qui se passe avec notre enfant. Notre enfant, en fait, si on est sa figure d'attachement, ouais, ben avec la nounou, avec la grand-mère, avec d'autres personnes plus ou moins extérieures, eh bien, il va se contenir. Donc, il va donner une belle image de lui. Même c'est inconscient, c'est automatique. C'est presque un instinct de survie. Il se dit là, je suis pas avec la personne qui m'aime inconditionnellement, même si en fait une grand-mère elle aime aussi inconditionnellement. Mais je veux dire, mais pour le bébé, c'est pas sa figure d'attachement premier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réserve, on va dire, ses mauvaises humeurs pour sa maman. D'accord? Et c'est ce qui explique que les bébés, ou voilà, qu'avec le bébé, finalement, c'est pour vous tous les mauvaises humeurs, et vous dites, mais pourquoi avec moi il est insupportable? Peut-être c'est moi qui ne sais pas le tenir. Non, c'est pas vous qui ne savez pas le tenir, c'est simplement qu'avec vous, il se sent en confiance, donc il peut être lui-même. Donc quand il a envie de s'exprimer, bah, il s'exprime. Mais en fait, c'est une bracha, finalement, c'est une chance, c'est pas une mauvaise chose. Comme vous, quand vous exprimez, par exemple, avec votre mari, ou avec votre mère, ou avec votre meilleur ami. À votre meilleur ami ou à votre mère, ou à votre mari, encore une fois, vous allez exprimer les choses que personne ne sait, que personne ne voit, et à l'extérieur, vous allez afficher un beau sourire, vous allez être sympathique, vous allez être agréable. Et c'est vrai que parfois, quand on a trop d'émotions négatives, effectivement, pour l'entourage proche, c'est lourd. Des fois, on se dit, bon, ok, elle me fait confiance, mais j'ai envie qu'elle me fasse mon confiance dans ce cas, parce que là, j'en peux plus, là, je vais craquer. C'est moi, à la fin, qui ne veux pas supporter. Donc, effectivement, on doit aussi apprendre, après, quand on est un adulte, effectivement, la figure d'attachement, j'ai envie de dire, on doit aussi prendre un peu d'autonomie. Mais pour un enfant, pour un bébé, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Comment vous dire? Donc, l'idée, c'est que... pour reprendre la figure d'attachement, comment on fait, ça veut dire que plus il va y avoir une personne stable avec notre enfant, avec le bébé qu'on est, et plus nous-mêmes, quand je vous parle de votre enfant, pensez aussi à vous. Est-ce que vous avez une figure d'attachement, vous pensez, assez stable? Plus on a eu une figure d'attachement stable dans notre enfance, plus on va être, on va dire, émotionnellement, quelque part, blindé. En tout cas, on va être fort, on va être plus fort. C'est dans les premiers pas de la vie que ça se construit. En tout cas, dès les premiers pas de la vie, que ça se construit. Donc, plus on a été bien entouré, on a été reconnu, on a été digne de respect, on a été digne d'amour, on l'a ressenti, l'affection a été exprimée par des câlins physiques et par des mots affectueux, plus on va se sentir accepté même dans les moments de colère,
plus on va se sentir rassuré et apaisé. Et c'est ça qui donne le sentiment de sécurité affective. Évidemment, il faut que ce soit sur le long terme. Il faut qu'il y ait plus finalement de moments de stabilité émotionnelle que de moments d'instabilité. Parce qu'évidemment, la figure d'attachement, elle ne peut pas être parfaite non plus. Attention, ne vous mettez pas la pression maximum. Évidemment qu'il y a des moments où on est fatigué, mais vraiment trop fatigué, des moments où on n'a pas eu le temps de parler à notre meilleure amie, donc là on a envie de craquer et notre enfant il nous tire la jupe, là on n'en peut plus. Ok, il y a des moments où on va craquer, c'est pas grave, mais il faut pas que ce soit la majorité du temps, la plupart du temps. Il faut que ça arrive une fois de temps en temps, que même l'enfant finalement ressente que c'est pas commun, que c'est pas courant. Tout ce qui s'imprègne, c'est ce qui est comment dire, répétitif sur la durée, d'accord? Donc l'idée, c'est d'arriver à ce que ce ne soit pas répétitif sur la durée. Et si ça l'est vraiment, prenez-vous en main. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors, comment on répond bien aux besoins d'attachement? Attendez, je vous ai perdu le zoom là. Voilà. Comment on répond bien? D'abord, c'est... Alors, je vais vous citer vraiment les points. Ce qu'on appelle le caregiving. C'est le partage émotionnel, d'accord, avec l'enfant, le partage émotionnel. Il est en train de rire, par exemple. Vous jouez avec lui. C'est très important, les moments de jeu. Vous jouez avec lui, vous lui faites des guillis, vous riez avec lui. Et vous êtes cohérent. Ça a l'air tout bête ce que je vous dis, c'est très important. Vous êtes cohérent dans vos visages. Ça veut dire que quand vous faites des guillis, vous riez. Quand il fait quelque chose qui ne va pas, genre il met les doigts dans la prise, vous froncez les sourcils. Vous criez pas, mais vous froncez un peu les sourcils. Il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire que c'est pas je te dis quelque chose de méchant mais je souris, ou quelque chose de méchant, je sais pas, je veux pas que tu touches au feu mais je fais un grand sourire. L'enfant il est perturbé, c'est perturbant pour lui, c'est pas cohérent. Il faut de la cohérence. La cohérence, ça construit un enfant, ça nous construit nous d'ailleurs. En général, les personnes qui n'ont pas été dans un endroit sécure vont être à la recherche de la cohérence tout le temps dans leur vie. Donc partage émotionnel et de la cohérence. La consolation, quand l'enfant pleure, il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va l'entourer, qui va le réceptionner, qui va l'accueillir, qui va accueillir ses émotions, qui est là pour lui. Le soutien, il a un moment dur, alors ça on parle de l'âge même plus grand, mais même ça peut être petit, on lui a pris un jouet, je sais pas, son petit frère, sa petite soeur lui a pris un jouet, pas je lui arrache des mains, ou lui il a pris un jouet parce qu'il a voulu récupérer, ou même parce qu'il a pris, je lui arrache pas des mains, je suis pas violent, vous voyez, je prends doucement, je dis on prend pas des mains. J'ai toujours un ton égal, j'ai toujours un ton calme et je ne suis pas agressive avec mon bébé. Alors ça peut sembler logique, mais malheureusement, avec le stress, avec la tension extérieure, hein, peut-être même intérieure, ça ressort comme ça avec le bébé. Donc ça, c'est important. Le partage émotionnel, la consolation, le soutien, la proposition de solutions. Face à un problème, j'expose des solutions à mon enfant. Je ne l'enfonce pas dans le problème. Encore une fois, c'est-à-dire, des fois j'ai l'impression que je vous dis des choses évidentes, mais si on ne le dit pas avec des mots, parfois, non, on va se rendre compte, si on s'introspecte honnêtement, que parfois, sans le vouloir, on a enfoncé. Par exemple, l'enfant, regardez, ça c'est un cas hyper classique. L'enfant, il renverse le bol de céréales. Mais je vous parle, il a 2-3 ans, il est encore très petit. Mais vous venez de faire le parterre. Et là, il vous renverse le bol de céréales. La réaction instinctive, la première réaction instinctive, hein, dites-moi honnêtement, c'est quoi? Tac, on crie. Ah non, pourquoi t'as fait ça? Mais non! Mais il fallait pas faire comme ça, et on va l'accuser. Donc là, on n'est pas dans les solutions, on est dans les problèmes. On s'enfonce dedans. Je viens de faire le parterre et toi encore t'as renversé, il y en a partout, maintenant ça va coller, il va falloir que j'aille chercher la serpillière et tu te rends pas compte, mais comment je vais... C'est asphyxiant. L'impact des mots, l'impact de nos réactions peut donner à l'enfant, finalement si ça se reproduit tous les matins, une insécurité affective. Oui, ça peut aussi venir de ça. De là, on va dire. Donc la proposition des solutions, c'est... Ok, je viens de faire le parterre et tu viens de renverser ton bol, c'est pas grave. Tiens, je te donne l'éponge, tu vas aider maman. Tiens, même s'il est petit, c'est pas grave, et même s'il le fait mal, c'est pas grave. Donnez-lui de quoi réparer son erreur. D'abord, il n'a pas fait exprès, il faut que vous le sachiez. Et surtout, les mots importants, c'est de dire des petites phrases qui sont très sécurisantes au niveau affectif, c'est pas grave, ça va passer. Je t'aime quand même, t'inquiète pas, c'est pas grave. Rien n'est grave. On va nettoyer. C'est juste que je venais faire le parterre, mais c'est pas grave. Vous voyez, même quand vous vous fâchez, je t'aime quoi qu'il, mais j'ai besoin de me calmer. D'accord? Toujours rassurer l'enfant sur ce qu'on ressent pour lui. Tout ce qu'on doit faire envers lui, finalement, ça doit être fait dans l'amour. Ça ne remet jamais en question l'amour. Et parfois, on a des phrases très dures envers les enfants qui, finalement, créent un climat d'insécurité affective.
Autre chose, l'aide apportée à l'enfant. Ouais, l'aide qu'on va lui apporter, donc ça c'est l'enfant qui est plus grand, pour qu'il trouve lui-même ses solutions. Bon alors là je reprends l'exemple du bol de céréales, mais ça peut évidemment être plein d'autres choses. T'as renversé le bol, bon, à quoi tu penses maintenant pour réparer? De lui-même, il va vous dire peut-être, bon, je vais aller chercher une éponge, je sais pas. Ah oui, excellente question Eden. Si on ne gronde pas l'enfant après une bêtise, on a peur qu'il recommence. Mais non, mais ne croyez pas que parce que vous le grondez, il va pas recommencer. Le pauvre chéri, il n'a pas fait exprès très souvent. Et au contraire, il peut être paralysé émotionnellement. Mais vous savez pas, comme c'est une bombe pour l'enfant, c'est une bombe au niveau émotionnel. Vraiment, quand on le crie pour quelque chose que lui n'a même pas, il n'a même pas fait exprès. Vous savez, moi, quand j'étais petite, j'étais maladroite. Très maladroite. Mais je faisais pas exprès. C'est-à-dire vraiment, je sais pas, j'avais l'impression que, genre, par exemple, on me disait attention tes cheveux. Et moi je disais quoi, attention mes cheveux, quoi. Et genre, par exemple, je tournais, je parlais à, je sais pas, à mon frère, ma soeur, et mes cheveux ils allaient dans l'assiette. Mais je m'en rendais pas compte, moi. Attention tes cheveux. Ça me mettait dans un stress, et je comprenais pas ce qu'on voulait. Donc, il faut savoir être clair, mais aussi, quand vous êtes dans la table, enfin, moi je le vois maintenant parce que je suis mère, mais à l'époque je savais pas. Quand je suis un enfant, je comprends rien. Qu'est-ce qu'on me veut là? Attention tes cheveux. Qu'est-ce qu'on me veut? Qu'est-ce que j'ai fait? Où je suis coupable? C'est ça l'enfant qui se ressent. C'est ça qu'il se dit finalement. Et ça impacte sur l'estime de soi. Ou genre, pourquoi t'as mis la main comme ça? Mais c'est pas qu'il va pas recommencer, au contraire, il va devenir encore plus maladroit s'il est maladroit de base. D'accord? Parce que c'est souvent un malaise en fait, la maladresse. Très souvent. Ou c'est en fait une mauvaise coordination des gestes. D'accord? Voilà, exactement, Yael. C'est très sympa. Tes bêtises, je les mets à la poubelle, mais toi, je t'aime, mon fils ou ma fille. Exactement. Donc, vous voyez, ça, c'est important de comprendre que l'enfant, c'est pas parce que je vais le gronder, parce que je vais le punir, qu'il va forcément recommencer. Par contre, si je lui donne une écoute, un accompagnement émotionnel en fait, je lui montre que je le comprends et je sais qu'il n'a pas fait exprès, mais je penche vers les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réparer? Là, ce sera beaucoup plus efficace, productif, et il aura envie justement de ne pas recommencer. D'abord parce qu'il subit des conséquences, il est obligé de frotter aussi, donc ça va le saouler. Et il n'a pas envie que ça recommence. C'est jamais agréable en fait de faire une bêtise. C'est jamais agréable. Il est déjà puni par ce qu'il vient de faire finalement. Il n'y a pas besoin de rajouter encore qu'on le gronde. Vous vous rendez compte? Ça, je vous dis, intérieurement, ça le paralyse. Et ça, c'est de l'insécurité affective. Vous voyez comment c'est fou parce que c'est des petites phrases qu'on dit au quotidien et je vous assure que c'est souvent des phrases assassines. Et je l'étends même aussi au couple. Dans le couple aussi, donc notre mari et la femme, c'est censé être la figure d'attachement l'un de l'autre, c'est-à-dire on doit pouvoir normalement tout se dire, ce qu'on a sur le cœur, bon peut-être pas tout, on va pas tout dire au mari, mais une partie, d'accord, nos émotions, ce qu'on sait qu'il est capable, on va dire, de digérer, d'accord, mais quand même on doit pouvoir se partager des choses. Mais si là, à chaque fois que je vais parler à mon mari, il va me sortir des phrases comme de toute façon ça sert à rien ce que tu fais, de toute façon tu te fatigues pour rien, de toute façon je vois que tu fais ça, mais non, mais franchement, non mais je te dis ça parce que je t'aime, mais franchement ça sert à rien, oh là là je t'ai vu de toute façon depuis 8h du matin t'es en train de frotter les murs, mais tu vois pas que de toute façon il y a les enfants à la maison, mais franchement ça sert à rien. Écoutez, le mari il a vraiment des bonnes intentions quand il dit ça, mais ça vous détruit intérieurement, honnêtement, ça casse complètement, on a l'impression qu'on est une grosse boulette, vous voyez, dans le sens on est une grosse bêtise soi-même, c'est-à-dire on n'a pas l'impression en fait que les choses qu'on a faites, on pourrait les faire autrement. On a l'impression que soi-même, on est l'échec, qu'on est l'erreur. Vous voyez? C'est ça, en fait, de cette notion-là, il faut s'éloigner. Autant, évidemment, avec nos enfants, qu'avec notre mari, notre conjoint, nos amis, nos parents, peu importe qui nous fréquente. Il y a des phrases à ne pas dire. Ça veut dire que savoir donner de l'empathie, savoir être à l'écoute, savoir rassurer, ça n'a pas de prix dans une vie, vraiment. On va de toute façon rechercher la compagnie de personnes qui sont rassurantes et qui savent me donner des mots qui m'apaisent, pas des phrases qui me mettent le feu, on va dire, à l'intérieur, qui me stressent, qui m'angoissent. Et vous savez, parfois, c'est le corps qui va l'exprimer. Quand on n'arrive pas à respirer, par exemple, vous savez, et là, on sent au niveau du plexus, la respiration se bloque. Vous voyez ce sentiment? Eh bien, quand on, vous savez, enfin justement je parlais, peut-être qu'elle est là, je parlais à une patiente hier là-dessus, un enfant qui dit j'arrive pas à respirer, ça c'est des signes qui doivent vous alerter. Ça veut dire qu'il ne se sent pas en sécurité affective. C'est pas que vous êtes une mauvaise mère, c'est pas ça. C'est juste qu'il a des besoins et on n'est pas assez à son écoute, on n'a pas capté quelque chose, d'accord? Il manque un élément. Il faut qu'on arrive à comprendre ce qui manque pour que ça puisse bien avancer et pour que l'enfant puisse se détendre.
Voilà, pour que l'enfant soit apaisé, pour que l'enfant soit serein. Il faut qu'on arrive à capter son émotion. Et je vais vous dire un grand secret, vraiment. Pour qu'on puisse capter son émotion, qu'on puisse être à l'écoute de son émotion, qu'on puisse être empathique envers lui, il faut commencer à l'être avec soi-même. Ça, c'est un énorme secret que je vous donne là. Ça a l'air vraiment peut-être tellement évident, et pourtant je le vois tellement, mais tellement tous les jours, qu'on manque cruellement d'empathie envers nous-mêmes, et surtout d'écoute envers nos émotions et nos besoins. Donc forcément, on n'est pas à l'écoute de nos besoins. Comment on va être à l'écoute des autres? On peut pas. C'est comme, je vais vous illustrer ça. C'est comme quand je mange pas. Moi-même, je suis pas une grosse mangeuse, disons. Elle vaille à la hein. Disons que j'oublie de manger, ok? J'y pense pas. Bah, quand mon enfant, disons je dois m'occuper de mon enfant, et il mange lui 3 fois par jour, et il a besoin de son entrée, plat, dessert à chaque fois. Mais je vais pas le comprendre. Je vais dire, mais tu manges trop toi, c'est bon là, c'est bon, t'as mangé à midi, t'as pas besoin de manger ce soir, mange un petit truc, un petit yaourt comme moi, c'est bon. Pourquoi? Parce que selon ce que nous, notre capacité et nos besoins, finalement, on va le projeter sur notre enfant, sur notre entourage. Par contre, si je suis à l'écoute, en fait, moi je suis quelqu'un par exemple qui fait pas attention à la faim, c'est-à-dire qui ressent pas même la faim, qui s'en fiche de manger ou pas manger, et je tiens très bien comme ça. Bah, automatiquement, je pense que les autres sont comme moi. Mais si je suis quelqu'un qui est à l'écoute de ma faim, par exemple, c'est un exemple pour illustrer, mais je suis à l'écoute de mes besoins. Donc j'ai faim, je sens quand j'ai faim, je m'écoute, même si je décide de pas manger parce que j'ai envie de faire attention à ma ligne, d'accord, mais je sais entendre quand mon estomac s'exprime, d'accord. Merci Sophie. Je sais entendre quand l'estomac s'exprime. Donc forcément, bah, je saurais entendre les gémissements de l'estomac de mon enfant, automatiquement. Mais si moi je les entends pas, je suis sourde à mes propres besoins de manger, bah, je vais pas pouvoir entendre les siens. D'accord? Donc vraiment, encore une fois, j'y reviens, plus vous allez vous occuper de vous, et plus vous saurez vous occuper de votre enfant. Voilà, c'est incroyable, mais c'est vrai. C'est pour ça que vraiment, c'est pas de l'égoïsme de s'intéresser à soi, finalement. Parce que vous faites un cadeau à vous-même, en premier lieu, mais vous faites un cadeau à tous ceux qui sont autour de vous. Alors, comment on définit cette fameuse figure d'attachement? Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme capacité? D'accord? Qu'est-ce que vous devez développer comme capacité pour être une bonne figure d'attachement pour vos enfants, peut-être pour votre mari, peut-être même pour vous-même? Vous devez percevoir et interpréter les signaux verbaux et non verbaux de l'enfant ou même du bébé de manière adéquate et rapide. Ça veut dire que, alors on va parler du bébé. Si le bébé, il a, il a mal par exemple, il va faire un certain mouvement avec sa bouche, son visage, une grimace. Vous devez être alerte en fait, en éveil. Pas vous dire, comme à l'époque, souvent j'entendais ça. Non mais, du moment que le bébé il est changé, il est propre, il a mangé, et bah qu'il pleure, il se fera les poumons. Ça, c'est terrible parce que l'enfant en fait vit dans une anxiété. Il n'y a personne pour me recevoir quand je vais pas bien en fait. Un enfant il pleure pas pour pleurer, il pleure parce qu'il exprime quelque chose. Il a besoin d'être entendu. Bien sûr vous ne pouvez pas tout savoir, mais au moins donnez-lui l'affection dont il a besoin. Donc déjà on doit savoir percevoir les signaux, les signaux d'appel. On doit accepter le besoin d'attachement du bébé et de l'enfant. C'est-à-dire que le fait que bébé pleure, que parfois il soit triste, sans pour autant penser que le bébé fasse du cinéma. Si vous êtes capable de vous dire, j'accepte en fait que des fois il est triste mon enfant. Et je parle en matière d'enfant parce que très souvent quand on voit un enfant triste, ça nous saoule. Et aussi on se dit, ah non, qu'est-ce qu'il a encore? Parce qu'on est fatigué soi-même. Ou aussi parce qu'on se dit, attends, je lui ai tout donné, donc il n'a pas le droit de se plaindre. Mais non, il a le droit parce qu'il est différent de vous. Peut-être qu'il y a autre chose que vous n'avez pas vu. Peut-être qu'il exprime autre chose. Disons, bon là, nous en Israël, on est en confinement, donc on a tout le temps les enfants avec nous. Mais déjà, il faut être très à l'écoute des émotions de l'enfant. Il a besoin d'exprimer qu'il est triste de ne pas être à l'école, qu'il est triste de ne pas être avec ses copines, que ses copains et ses copines lui manquent, que l'ambiance de l'école lui manque, qu'il était stimulé, là il se sent beaucoup moins stimulé, que de voir tout le temps la maison, ça le fatigue, que de ne pas avoir de motivation à s'habiller, bah oui, parce qu'il est découragé. Enfin, il a besoin de pouvoir l'exprimer, le dire, que quelqu'un l'entende, d'accord? Sinon, on est là, écoute, déjà, sois sympa, sois content, t'as de quoi manger, t'as un toit sur la tête, allez, c'est bon là. Hein. Bah, l'enfant, il se sent pas reçu, d'accord? Dites-vous bien, qu'est-ce que moi j'aurais voulu entendre quand je vais pas bien? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre?
Et qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? Et je vais lui donner. Quand je suis dans cet état, qu'est-ce que j'ai envie qu'on me dise? Juste, en fait, des fois, j'ai même pas envie qu'on me dise. J'ai juste envie qu'on soit là, présent, silencieux et présent. Voilà, juste ça. Et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à un enfant. Donc, être sensible finalement à la détresse sans se sentir attaqué par la détresse de l'enfant. Oui, parfois, mon enfant peut se sentir en détresse, même si je l'aime de tout mon cœur et même si j'essaye de toujours tout faire pour lui. Parfois, il y a des choses qui m'échappent, mais je dois savoir apprendre à l'écouter. Voilà. Ensuite, faire sentir à l'enfant que je sens ce qu'il ressent sans être moi-même submergée par mes émotions. Alors, ça, c'est aussi une partie qui est dure à appliquer, je le sais, parce que souvent les mamans, et d'ailleurs j'entends ça très souvent en consultation, je ne veux pas me confier à ma mère parce que sinon elle va être encore plus mal que moi, je sais qu'elle ne va pas dormir la nuit. Je sais que ça va la stresser. Ben non, on comprend, c'est de l'amour. C'est-à-dire c'est que de l'amour, d'accord? Mais c'est trop d'amour. Vous voyez, il y a l'expression trop d'amour tue l'amour à la fin. Parce que tellement la maman, elle s'inquiète pour son enfant qu'à la fin, l'enfant, il ne se sent pas libre de pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Alors qu'en fait, juste de pouvoir exprimer un petit mot de la maman rassurant, et c'est reparti, on rebondit. Mais comme là, la maman, elle n'est pas au rendez-vous parce que l'enfant ressent très bien que la maman ne va pas supporter, du coup, on va chercher d'autres figures d'attachement. Mais c'est plus compliqué à trouver, finalement. C'est beaucoup plus dur parce qu'un amour inconditionnel, finalement, il n'y a vraiment que les personnes qui nous aiment profondément, une personne qui nous a mis au monde, c'est normalement la personne qui est le plus apte à nous donner cet amour inconditionnel-là. Oui, c'est enregistré. Mais si la maman elle-même se sent submergée par l'émotion, l'enfant donc ne se sent pas écouté et donc ses besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Donc il y a une insécurité affective dans le sens où l'enfant inconsciemment se dit mais si je vais pas bien, j'ai personne à qui je peux confier ça. Or, on a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un là, que quand je vais pas bien, je vais pouvoir rebondir, il y a quelqu'un qui va m'écouter. D'accord ? Donc c'est en ça que c'est important. Et alors, maintenant, on va plus reparler du Covid. Pourquoi c'est important encore plus maintenant? Parce que maintenant, c'est une période de turbulence, d'accord? C'est une période de bouleversement. C'est une période de jamais vu, d'être enfermé dans des maisons ou de devoir se mettre un masque pour se parler, de ne pas pouvoir enlacer ses grands-parents, de devoir mettre de l'alcool à chaque fois, de réfléchir à tout ce qu'on fait dehors. C'est pesant, c'est très pesant. Donc si déjà à l'extérieur c'est pesant, il faut qu'à l'intérieur ça le soit moins, beaucoup, beaucoup moins, et surtout que je sois reçue. Et autre chose aussi, sachez qu'un enfant, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de sa maison, ce qui compte pour lui, c'est son monde intérieur, c'est-à-dire, ça peut être l'explosion à l'extérieur. Si dans sa maison, son monde à lui finalement c'est sa maison, c'est ses parents, c'est sa figure d'attachement. C'est pour ça que j'ai tellement insisté là-dessus ce soir. Sa figure d'attachement, si elle est stable, tout va bien. Ça veut dire, dehors, il peut y avoir les bombes, si sa figure d'attachement est là, est rassurante avec lui, apaisante, c'est trouver les bons mots. Et des fois, c'est pas des mots, je vous assure, c'est pas qu'il faut aller faire 10 ans de psychologie. Non, juste les mots comme c'est pas grave, je suis là, tout va bien se passer, tout va bien aller, je suis là et je te protège. En tout cas, je serai là. On verra ce qui se passe, mais moi, je suis avec toi. T'inquiète pas, on est ensemble. Vous voyez, il y a une pression genre maximum, elle redescend de 50%. On a besoin de ces petites phrases qui ont l'air de rien du tout et qui construisent. Et les phrases inverses du style ça ira pas, tout va mal, c'est l'apocalypse, le monde va à sa dérive, on va connaître la crise la plus grave qu'on a jamais connue. L'enfant, il entend ça chez lui, il panique automatiquement. Même s'il n'exprime pas, parce qu'il veut pas déranger, parce qu'il intériorise, il panique. Il est en stress automatiquement, il n'a pas les épaules pour supporter ça. Il n'a pas non plus la force émotionnelle, et il n'a pas où se référer. L'enfant, là où il se réfère, et encore plus en ce moment, c'est ses parents. Parce qu'on voit beaucoup moins... Bon, là en France, vous voyez, les enfants voient quand même les professeurs. Mais partout, c'est un peu le chaos, quoi. Enfin, on ne sait plus trop. Un jour, on nous dit... je sais pas moi, un jour on nous dit ça va se calmer, l'autre jour on nous dit non ça va durer des années, un jour on nous dit ça y est on a trouvé un vaccin, l'autre jour on nous dit non ne croyez plus au vaccin, un jour ça change tous les jours, un jour on nous dit vous allez être confiné, l'autre jour on nous dit non vous allez sortir et ça y est on va revivre, et puis après on nous dit non on rallonge le confinement, bref on sait plus à quel sein se vouer comme on dit, d'accord, on ne sait plus, donc c'est très perturbant tout ça.
Autant pour les adultes d'ailleurs que pour les enfants, mais encore plus pour les enfants, puisque ce sont des enfants par définition. Donc ce sont des petits êtres en construction, des futurs adultes, les adultes de demain. Mais c'est important maintenant de leur donner une sécurité affective, c'est obligatoire, parce que c'est eux qui vont faire notre avenir finalement. Donc on a une très grande responsabilité, effectivement. Mais on a aussi un très grand pouvoir et très positif, c'est-à-dire qu'on peut réussir à se calmer soi-même déjà en se disant ça va aller, de toute façon je vais m'occuper jour après jour, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de voir sur le long terme, je m'occupe aujourd'hui, d'ici et maintenant. Ici et maintenant, j'ai mes enfants près de moi, on est tous en bonne santé, c'est ce qui compte. Le demain, on n'y pense pas. Le lendemain, on n'y pense pas, c'est pas la peine. En période comme ça d'insécurité, d'accord, cette fois pas affective, mais d'insécurité mondiale, j'ai envie de dire, c'est insécurité sanitaire, insécurité financière, insécurité à tout niveau, je dois réussir à me focaliser sur l'instant présent, ce que j'arrive à faire et ce que je peux faire. Je ne vois pas plus loin, c'est pas la peine de m'angoisser. Je ne vais pas commencer à anticiper sur mes angoisses, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas important. Ce qui compte, c'est maintenant. Et en fait, en étant concentrée sur le présent, eh ben, je gagne un avenir plus sécurisé. Puisque si vraiment si je rentre pas dans mes angoisses, je vais mieux, forcément. D'ailleurs, je vais prendre l'exemple, par exemple, pour l'insécurité financière. Voilà, j'ai en consultation un couple, un jeune couple qui normalement ont un magasin, d'accord. Mais évidemment là il est fermé, d'accord. Et ce magasin d'habitude fonctionne bien et ils ont des dettes, mais ils savent que, déjà ils ont un crédit sur ce magasin, mais ils savent que voilà ça se rembourse petit à petit. Maintenant avec le corona évidemment, il y a eu plus de je sais plus combien de temps de fermeture, là au moins 8 mois de fermeture des magasins. Donc ce couple n'a pas de rentrée, d'accord. Maintenant il y a plusieurs solutions. Soit on angoisse. Au niveau psychologique, je parle. Soit on se dit, oh, c'est la fin du monde, on va manquer de nourriture, on va pas s'en sortir, on a un crédit sur le dos, donc on anticipe dans les angoisses. Soit on se dit, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour rentrer dans l'action, comment on dit ça, pardon, j'ai le mot qui me manque, pour résoudre, on va dire, ou pour se nourrir en fait, tout simplement. Pour parer à ce problème. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pour parer à ce problème, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, ce couple, j'ai trouvé extraordinaire parce que la femme du couple, elle a dit, puisque maintenant on ne peut pas travailler, j'ai pensé à cette idée à développer. Et finalement, elle a créé de ses mains, elle a fait un truc avec du bois, machin, et elle l'a vendu, et ça lui a fait une rentrée. Qu'est-ce que je peux développer? Quelles sont les cartes que j'ai en main pour pouvoir parer au problème? Donc je me penche sur les solutions. Si j'ai cet état d'esprit, automatiquement mon enfant le capte. Oui, il y a des problèmes, on va pas se mentir, il y a des problèmes. Oui, mon chéri, la situation est compliquée dehors. Oui, mais ça c'est dehors. Nous, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. T'as des idées toi aussi? Faites-les coopérer les enfants. T'as des idées? Tu penses à quoi? C'est très important parce que d'abord l'enfant se sent dans une équipe, d'accord, et sent que finalement il est utile, et ça c'est très important pour son estime de lui, mais aussi il sent qu'il a un certain pouvoir lui aussi. Alors c'est très très dur à vivre de se sentir inutile, genre non laisse-nous là, on parle entre adultes, ne nous dérange pas, il y a des gros problèmes, laisse-nous. Oh, mais l'angoisse qu'il ressent l'enfant, ça lui crée une insécurité affective, automatiquement, parce qu'il sent qu'il y a des problèmes et il ne peut rien y faire, donc il se sent impuissant. Et ça pour lui c'est terrible. Vraiment terrible, parce qu'il se dit inconsciemment, mais je suis qu'un enfant. Et si mes parents ne savent pas faire face à la situation, mais moi je ne pourrais rien faire, donc on va tous mourir quoi. En gros, c'est le stress total, au secours, vous voyez. Et il peut développer de l'anxiété. Donc l'idée, c'est au contraire soi-même de focaliser sur les solutions et focaliser sur l'instant présent. Ça c'est 2 paramètres, 2 outils que vous devez apprendre à développer à fond, au maximum de vos possibilités. Et parfois c'est difficile parce que c'est pas vos façons de raisonner, effectivement, parfois ça va à l'encontre de tout ce que vous connaissez, parfois vous n'arrivez pas à rentrer dans cette dynamique, parfois vous-même vous êtes dans une angoisse tellement forte que vous n'y arrivez pas, et faites-vous accompagner. Il n'y a pas le choix, il en va de votre sécurité, de votre santé mentale à vous et de la santé mentale de vos enfants et de votre mari certainement, d'accord. Donc il faut, pour tenir bon et surmonter les difficultés de la vie, et en ce moment c'est le Covid, mais demain ça peut être autre chose, c'est arriver à, quoi qu'il arrive, trouver des solutions. S'il y a un problème, il y a des solutions. Je vais chercher des solutions, et même si c'est une petite chose que je peux faire, je le fais. Et ça donne, une dynamique, on rentre dans une dynamique d'action évidemment, ça donne de l'espoir, automatiquement. Je me sens capable.
on peut y arriver, on peut faire quelque chose, on peut encore s'en sortir, c'est pas fini. Le pire, en fait, pour cette ambiance, enfin, pour créer l'insécurité affective, si vous voulez, c'est de se dire, tout est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais là, la tension, elle est puissance maximum, d'accord? Vous savez quoi? Je crois que je vais vous faire la suite du cours, donc dans 2 semaines, Bezrat Hachem, je vais vous dire, là, on a vu comment créer la sécurité affective. Bon, il y aura encore beaucoup à dire, donc je crois que je vais parler aussi de ça, mais je vais vous faire un cours sur l'inverse. Comment créer l'insécurité affective. Et en fait, à partir de là, vous allez savoir comment créer la sécurité affective, ce sera exactement l'inverse. Parce que parfois, par la psychologie à l'envers, si vous voulez, en voyant ce qu'il ne faut pas faire, ben on se dit, bah, évidemment, donc en fait, quand je fais ça, c'est très néfaste pour mon enfant, c'est très néfaste pour moi, je m'enferme moi-même. Et donc, on a envie de faire le contraire. Vous voyez mais bon, là, pour l'instant, on est dans la sécurité affective. Vraiment, ce qu'il faut, c'est ouvrir le champ des possibles tout le temps. Et ça, c'est ce qui va créer un environnement sain et sécure pour l'enfant. Quoi qu'il arrive, il y a des solutions. Quoi qu'il arrive, il y a des adultes ici qui gèrent la situation. Quoi qu'il arrive dans cette maison, même s'il y a des difficultés, il y a des adultes. Je suis pas seule. On m'écoute, on m'entend, on m'accueille. Et ils sont forts, les adultes autour de moi. Donc ça va. Je suis pas tout seul. On va s'en sortir. D'accord? C'est rassurant, c'est apaisant et ça permet l'épanouissement. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse toutes créer de la sécurité affective dans nos maisons, qu'on puisse toutes être de bonnes figures d'attachement et qu'on puisse toutes être entourées de bonnes figures d'attachement aussi. D'accord? Parce que vraiment, ça a des fonctions vitales pour l'enfant et pour vous-même et pour toute la famille en fait. Je pense que j'ai pas fini, mais comme j'ai été assez longue et que je vous ai pris... enfin, il est tard, mais je vais, Bezrat Hachem, continuer dans 2 semaines. On continuera sur ce sujet, pardon. On va bien détailler ce que c'est l'accompagnement émotionnel et peut-être même, voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ce sera bien plus clair. Merci Sophie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté surtout, et pourquoi pas que ça vous a donné des forces pour créer la sécurité affective, pour affronter cette période de Covid, surtout. Alors, la question, à partir de quel âge peut-on dire que l'on a échoué la sécurité affective de notre enfant? Ou peut-on toujours se... Ah, j'arrive pas à lire la suite. Alors déjà, pour cette question... Ah, j'ai un problème d'internet ou quoi? Je sais pas si vous me voyez. Déjà, je sais pas si vous me voyez, c'est embêtant. Pourquoi ça tourne? Jennifer, vous m'entendez? On vous voit, Myriam. Ah, super, ok. Parce que moi, ça tourne et c'est mis en blanc. Je sais pas, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, du moment que vous voyez. Alors, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Dans la sécurité affective, vous pouvez toujours rattraper. Maintenant, c'est sûr que quand on ne l'a pas donné dès la naissance, on va dire dès le début, vous m'entendez toujours? C'est bon? Parce que chez moi, l'image est figée. On vous entend, mais l'image est figée aussi. Ah, vous aussi? D'accord. On bon. vous entend. Ok, dommage. On va finir voilà, sur le son. Ce que je disais, c'est... Donc, l'enfant, en fait, à partir du moment où vous prenez conscience que vous n'avez pas été forcément hyper sécurisante affectivement, ça arrive à plein de mamans, vous en faites pas, et toutes, on peut jamais savoir à 100% combien on a été la figure d'attachement suffisamment sécurisante pour notre enfant. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y a pas d'échec. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, et on peut toujours réparer surtout. Là, on parle de l'humain, on ne parle pas de sciences, mathématiques, on parle de l'humain. Et faut jamais dire on a échoué, c'est fini, bah, de toute façon... Non, pas du tout. Si vous n'avez pas assez, vous estimez que vous n'avez pas assez écouté votre enfant, ou vous n'avez pas été assez rassurante, ou vous avez peut-être été un petit peu trop négative, ou ce genre de choses, faites le contraire. Vous allez voir que l'enfant, il va s'épanouir comme une fleur. C'est-à-dire vraiment, vous allez voir la différence. Et vous allez le voir très rapidement en plus. Les effets sont immédiats. Donc surtout... Vous m'entendez toujours? C'est bon? Ouais. C'est marrant parce que je vous vois bouger, mais moi c'est figé. Ouais, c'est bon? Ok. Je sais pas pourquoi. Ok, donc surtout ne vous dites jamais c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Et je vais dire même plus que ça. Même quand les enfants sont mariés, vous pouvez encore faire des efforts, enfin, encore réparer. Même si effectivement, ça y est, c'est un adulte, tout ça. Ben, en tant qu'adulte, forcément, il sera peut-être un peu plus fragile, mais si vous le rassurez, ben, il continuera à se construire bien. Et maintenant, avec les neurosciences, on a prouvé la neuroplasticité du cerveau. Ça veut dire que c'est tout le temps en évolution
Et c'est comme du plastique, on va dire. Enfin, du plastique, non, c'est pas le mot. Même si c'est le neuroplasticité, c'est élastique. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles connexions qui peuvent tout le temps se créer. Donc c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on peut... La phrase « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir » correspond complètement. D'accord? Donc vous pouvez toujours réparer si vous pensez que vous n'avez pas été assez dans la sécurité... Enfin, vous n'avez pas créé assez la sécurité affective. Alors, un petit mot sur les ados qui sont démotivés de tout. Forcément, les ados, pour eux, c'est très dur parce que c'est le moment, en ce moment, des libertés. C'est-à-dire l'adolescence, c'est je veux dévorer le monde, je veux vivre, je veux profiter de ma liberté, je veux sentir que je suis un adulte. Et je veux sentir, enfin, même si je ne suis pas encore un adulte, mais moi, je veux sentir ça. Je veux commencer un petit peu à profiter de ce que je ne pouvais pas tant que j'étais enfant. Je suis en fait, un adulte en formation, là. Et là, on nous dit non, pas le droit de sortir, tout est fermé. Donc chez vous en France, je crois que c'est à partir de 18h, plus le droit de sortir, pas le droit d'aller chez les copains, pas le droit... C'est très très dur à vivre. Donc il faut être dans l'écoute et surtout pas minimiser. Surtout pas dire oh ça va là, il y a des gens... Bon, après on a tous tendance à faire ça. Hein. Et des fois on va dire ah mais écoute, il y a des gens, ils crèvent de faim, il y a des gens, je sais pas, il y a eu des guerres, la Shoah, vous te rends compte de ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai que comparé à ce qu'on vit, franchement, au Prachem. Mais quand même, c'est difficile. Il faut se mettre au niveau, vraiment développer à fond l'empathie. Regardez des conférences sur l'empathie, lisez des bouquins sur l'empathie, jusqu'à qu'elle s'intègre en vous. C'est l'élément clé pour créer la sécurité affective. De sentir, de se mettre à la place de l'autre. Et encore plus à la place de notre enfant, forcément, ça va le construire. Voilà, alors, malheureusement, vous ne me voyez plus, enfin, vous me voyez figé. Heureusement que ça ne s'est pas figé quand je faisais une grimace. Mais je vais, comment vous dire, si vous voulez, bon déjà dans 2 semaines, Bezrat Hachem, il y aura la suite. À part ça, si vous voulez revoir l'enregistrement, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp, des mots sur les mots, donc ça, c'est des groupes WhatsApp que j'ai créés il y a 5 ans, ou 6 ans, je sais plus, non il y a 5 ans, bref, où on me pose des questions en privé concernant l'épanouissement, personnel, le couple, l'éducation, et j'y réponds de façon anonyme, bien sûr, sur le groupe en audio. Et aussi, je mets tous les cours, voilà, je vous tiens informé de l'actualité, on va dire, des cours. Donc, si vous voulez en faire partie, vous pouvez m'envoyer un message sur mon numéro. Je vais demander à Jennifer de l'écrire, parce que je ne sais pas, mais tout s'est bloqué. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message. Sinon, si vous êtes nouvelle ou quoi, sachez qu'il y a aussi j'ai un blog où il y a plein de cours de psycho. Ça s'appelle bien-être-pour-tous.com avec le tiret du 6 entre chaque mot, ou même sur YouTube, Myriam Psycho. Il y a aussi la page Facebook, bon bref. Voilà. Au prochain, il y a plein de moyens de technologie pour apprendre, grandir et devenir, Bezrat Hachem. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présente, toujours aussi nombreuse, d'être au rendez-vous. Et on se retrouve Bezrat Hachem lundi soir dans 2 semaines. Je ne sais plus comment on sera. Et en attendant, travaillez sur la sécurité affective, la vôtre et celle de votre famille. À très bientôt. Ah oui, vous ne voyez pas là, je vous fais que vous ne voyez pas. À bientôt aussi Facebook, à très bientôt.